Bonjour, nous sommes dimanche 16 mai, il est 14 heures et commence aujourd'hui la 28e séance du séminaire qui s'intitule Le goût du texte et c'est la 5e séance déjà consacrée à Spinoza. J'avais annoncé que ce serait probablement la dernière, je crois que ce ne sera pas la dernière, ce sera l'avant-dernière normalement, et je pense que la prochaine séance sera la dernière séance, enfin je suis sûr que la prochaine séance sera la dernière séance sur Spinoza. Ça va être une séance un petit peu technique aujourd'hui, et encore un peu longue, mais c'est important parce que il y aura un petit divertimento moqueur, pas seulement moqueur, concernant les spinozistes sorbonnards, que j'avais annoncé aussi. Voilà, mais sinon ça va être une séance un peu où je vais essayer d'entrer un peu dans les détails pour continuer d'examiner ce que j'essaye de comprendre depuis le début de ces séances sur Spinoza, à savoir, et d'expliquer et d'interpréter, c'est le rapport alambiqué de Spinoza à la langue hébraïque. Et si j'essaye depuis 5 séances maintenant de comprendre en quoi consiste ce rapport de Spinoza à la langue hébraïque, c'est parce que, selon moi, il ne s'agit pas du tout d'une anecdote subsidiaire en considération de la pensée de Spinoza, mais au contraire d'une affaire cruciale. Une affaire cruciale pour la pensée de Spinoza, et à une autre échelle pour le destin de l'Occident. Alors pourquoi, concernant Spinoza ? Parce que d'une part, je récapitule un petit peu mon propos des séances précédentes, parce que d'une part, cette langue, l'hébreu biblique, fut, jusqu'à ses 20 ans à peu près, le seul tamis, on n'a pas de renseignements très minutieux sur sa formation, mais on sait à peu près que, de toute façon, il a su pendant beaucoup plus longtemps, il a pratiqué pendant beaucoup plus longtemps l'hébreu biblique et l'hébreu philosophique que le latin et que, évidemment, le grec, dont il avait peu de notions, apparemment. Pas seulement apparemment. Donc, jusqu'à ses 20 ans, à peu près, le seul tamis, par le truchement déformant duquel il lui fut loisible d'accéder à la tradition aristotélicienne, c'était l'hébreu biblique. Attendez, excusez-moi quelques petites secondes. Ça, c'est une première chose. Par ailleurs, c'est par le biais de cette langue, l'hébreu biblique, que s'est structuré son rapport à Spinoza, tout aussi alambiqué au texte de la Bible, qui occupe une place importante dans son œuvre, et principalement, évidemment, dans le TTP, dans le traité théologico-politique, la Bible, l'Ancien Testament juif, qu'il est le seul, à ma connaissance, le seul grand philosophe de l'histoire de la métaphysique, et le seul de ses plus prestigieux contemporains, comme Leibniz et comme d'autres, à n'avoir pas lu en traduction. Donc c'est pas anecdotique, il a eu un accès à la Bible qui occupe une place prépondérante dans son œuvre, en version originale. C'est-à-dire que, donc, l'hébreu biblique est la langue, le tamis, si vous voulez, à travers lequel il a eu accès aux enseignements du judaïsme et à la foi juive, qu'il nomme, lui,
chrétiennement sur un mode néo-testamentaire pharisienne, la tradition pharisienne, pour la dénigrer. N'empêche que lui, il n'a pas eu un accès extérieur à cette tradition, il a eu un accès de l'intérieur de cette tradition, en passant par l'hébreu biblique de prime abord, c'est-à-dire qu'il a eu un accès, par définition, comme tout juif de son temps religieux élevé comme il a été élevé, à une certaine manière non conforme au logos aristotélicien, d'envisager une certaine manière, non conforme au logos aristotélicien, d'envisager quoi? Les rapports et les relations entre Dieu, la nature et l'homme, qui sont, si je ne m'abuse, des thèmes spinozistes majeurs, des thèmes bibliques majeurs et des thèmes spinozistes majeurs. Et enfin, corrélativement, c'est aussi par le biais de cette langue, l'hébreu biblique, qu'il a dû envisager la question politique du gouvernement le plus efficace et juste et sage des hommes, parce que le traité théologico-politique, c'est pas seulement un traité théologique, c'est aussi un traité politique, dans lequel la Bible, la réflexion sur la Bible, politique sur la Bible, occupe une place majeure. Le gouvernement, donc, le plus efficace, donc c'est à travers, tout ça, c'est à travers le tamis de la langue hébraïque, vu qu'il lisait la Bible en hébreu, qu'il a envisagé, qu'il a construit sa réflexion sur le gouvernement le plus efficace et le plus juste et le plus sage des hommes, étant donné ce que l'on peut prévoir de leur comportement en se fondant sur ce que l'on peut savoir et déduire de leurs affects. Donc sa réflexion politique aussi s'est élaborée à travers le tamis de la langue hébraïque, de sa lecture de la Bible, si vous voulez, mais de la langue hébraïque. Ça, c'est aussi très important, je n'en ai pas beaucoup parlé jusqu'à maintenant, c'est très important à comprendre. Car ce régime idéal auquel Spinoza, qui est un grand penseur du politique aussi, même si j'en ai pas beaucoup parlé, c'est aussi un aspect très important de son œuvre, ce régime idéal auquel il a consacré tant de pages, il n'est pas loin, et c'est même une litote quand je dis pas loin, à l'issue du traité théologico-politique, de l'associer à la législation mosaïque et à l'organisation de l'État antique des Hébreux, dans la Bible, qui selon lui est quasiment le régime idéal. Je vous cite la note d'introduction de Madeleine Frances et de Robert Mizrahi au TTP, et à cette question de l'État idéal selon Spinoza, du gouvernement idéal selon Spinoza. Voilà ce qu'écrivent Madeleine Frances et Robert Mizrahi. La démocratie, gouvernement du peuple par le peuple, serait le régime le plus sain, le plus naturel, le mieux fondé en raison. À l'appui de la démonstration théorique, s'offre l'exemple, pour Spinoza donc, de l'État des Hébreux. Quand il dit l'État des Hébreux, c'est-à-dire le gouvernement du peuple hébreu par Moïse, et puis ensuite, sur un mode un peu dégénéré politiquement, les royaumes d'Israël. Mais d'abord, principalement, le gouvernement du peuple hébreu par Moïse. Selon Spinoza, en effet, continue Madeleine Frances et Robert Mizrahi, cet État aurait à l'origine été constitué en démocratie authentique. Plus tard, il aurait pris la forme d'une théocratie, mieux adaptée à la mentalité assez grossière de la population, toujours selon Spinoza. Tout ça, c'est un résumé de ce que Spinoza dit de manière très claire dans le TTP. Mais, grâce aux sages dispositions de Moïse, l'essentiel de la structure démocratique aurait subsisté sous la transposition. D'étape en étape, le régime serait bien descendu de plusieurs degrés dans la déchéance, mais, fût-ce sous ses juges et ses rois, dans la Bible donc, il n'aurait jamais tout à fait oublié ses glorieuses origines. Voilà. Et souvenez-vous qu'il y a juste un passage qui est interpolé et qui date de sa très ancienne, de son libelle antérieur contre la synagogue, qui est interpolé et qui attaque Moïse sur un mode un peu sauvage comme ça, au cœur de ce panégyrique du gouvernement de Moïse, dans le TTP, on en avait parlé la dernière fois, mais globalement, il y a quand même, chez Spinoza, un éloge absolu de l'État des Hébreux, ce qu'on appelle l'État antique des Hébreux. Et cet État antique des Hébreux, il le pense, il le défend en latin dans le TTP, mais il l'a pensé, il y a eu accès par le biais du texte original de la Bible. C'est le seul et unique. On ne peut pas en dire autant de Descartes, on ne peut pas en dire autant de Leibniz, on ne peut pas en dire autant d'aucun autre philosophe de son temps, et de quasiment aucun des philosophes de la tradition métaphysique. C'est crucial, évidemment. Et il faut comprendre aussi, et tâcher de comprendre, pourquoi cet État antique des Hébreux, Spinoza, qui n'a pu y avoir accès que par ce texte
de la Bible, en hébreu, feint de le considérer comme une pure entité historico-géographique, à l'instar, par exemple, de la Grèce de Périclès ou de la Rome de Cicéron, mais à propos duquel il aurait été dans l'incapacité de dire, et surtout de penser quoi que ce fût, ce qui n'est pas le cas ni de la Grèce de Périclès ni de la Rome de Cicéron, s'il n'avait pas eu sous les yeux, en rédigeant son éloge de l'état antique des Hébreux, le texte originel de la Bible, c'est-à-dire, in fine, la langue hébraïque. Ça, c'est une première raison, un peu superficielle mais tout à fait cohérente, pour laquelle cette langue occupe une place si importante dans la pensée et l'œuvre de Baruch Spinoza. C'est une première petite considération.